La vie en Vosges s'installe dans votre salon, comme chaque jeudi, en direct pour vous parler du département des Vosges à travers le regard croisé de deux invités. S'invite ce soir à notre table Reynald Magnin, Cœur d'Acier, qui s'exprimera en qualité de directeur fondateur de l'association Minos, c'est à Montureux-sur-Saône. Face à lui, Régis Laurent, qui est responsable de la structure Bolder à la Bresse. Comme il se doit, ces invités ne se connaissent pas. Vont-ils se découvrir des points communs? Eh bien, la réponse à la fin de cette émission. Juste avant de leur donner la parole, on va revenir bien sûr sur leurs origines, sur leur attachement au département des Vosges. Alors vous, Reynald Magnin, Cœur d'Acier, vous êtes originaire des Vosges, vous êtes même originaire de Montureux-sur-Saône. Vous êtes un peu parti pendant quelques années, tout en gardant un ancrage ici sur le département. Des petits symboles qui montrent votre attachement. Vous vivez aujourd'hui dans la maison dans laquelle vous êtes né. Vous êtes également maire de Montureux, comme votre grand-père, qui était maire de 1909 à 1939, je crois. Alors vous, les Vosges, vous les aimez. Pourquoi? C'est quoi vos Vosges à vous? Alors, je disais, c'est vrai que je suis d'abord Monturolais, moi. D'accord. Bon, voilà. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que non, les Vosges, c'est vrai que ce village, c'est quelque chose qui, comme vous l'avez dit, je suis parti pendant pas mal d'années et puis je suis revenu là. Donc, et la famille, enfin du côté Cœur d'Acier, est là depuis au moins 3 siècles et demi. Donc voilà. Et puis les Vosges, eh bien, indépendamment de ce village, alors comme on disait en faisant connaissance, nous on est dans juste avant le direct. Ouais, mère de père en fils, j'allais dire. Non, grand-père, grand-père, ça. Mais bon, c'était le jeu de mots qui était trop facile. Je comprends bien que vous vous faites plaisir en le plaçant. Quelques générations, puisqu'il a terminé en 34 en fait, 1934. D'accord. Oui, donc même dans le village, peu de gens se souviennent que mon grand-père était maire. Hein. Ah bon ça fait quand même assez éloigné. Donc cette région-là, c'est la Vosges. Oui. Hein, donc c'est pas la Plaine, c'est pas les Hauts-de-Vosges, c'est autre chose, quoi. Hein. Donc c'est vos Vosges à vous. Voilà, et puis la forêt. Vosges. Non, moi donc pour moi la Vosges et en particulier Montureux, c'est vrai que c'est la forêt pour moi les Vosges. Hein. C'est le symbole. Ouais, tout de suite c'est associé. Et l'eau qui coule en Méditerranée, si j'ai bien retenu. Ah oui, par rapport à la Saône, puisque Montureux-sur-Saône. Ils ont déjà eu le temps de causer avant l'émission. Forcément, c'est ça quand on attend un alors direct. Que nous, à la Bresse, on va dans la mer du Nord. D'accord. Alors vous êtes Vosgien? Bah oui, je suis Vosgien. Bah ne dites pas bah oui, genre tout gêné. Non, ça. Faut en être fier. Ah bah bien sûr. De la Bresse? Oui, de la Bresse. Non, je dis ça parce que je suis né dans l'Oisans, mais c'est un peu particulier puisque mon papa était moniteur de ski à l'Alpe d'Huez et ma maman m'a déposé là-bas. Je disais l'accouchement était difficile pour elle parce que je suis né avec des skis aux pieds. Voilà. D'accord. C'est pour ça que c'était compliqué. mais sinon, voilà, mes grands-parents, enfin toute ma famille est vosgienne et on va dire même bressaude. Voilà. Et vous les aimez pourquoi ces Vosges? Ben, je les aime parce que, je pense d'après mes origines aussi, parce que c'est la nature qui est sympa, et parce que c'est mon terrain de jeu aussi, c'est à la fois mon terrain de jeu et mon bureau, donc voilà, donc c'est quand même sympa de pouvoir allier tout ça. Et c'est vrai que le choix de vie, mon parcours de vie, il était déterminé par plusieurs choses. Ce que je voulais pas faire, c'était l'industrie, c'était un métier un peu traditionnel. Et puis ce que je voulais faire, c'était vivre dans les Vosges. Voilà. Donc c'est plutôt réussi. On va le comprendre au fur et à mesure de cette émission. Alors les Vosges, vous les aimez, on l'a compris, mais est-ce que vous les connaissez vraiment? C'est l'heure de la vie en Vosges, le quiz. Alors effectivement, comme dit Régis Laurent pendant le jingle, ça craint. Vous avez peur, hein, vous avez peur de perdre, hein, je le sens. Alors cette semaine, on s'intéresse à une expression typiquement vosgienne. Vous savez, le fameux mont qu'utilisent les Vosgiens. Est-ce que vous savez pourquoi, Reynald? Aucune idée. Régis? Moi, pareil, je sais pas. Mais est-ce que vous le dites? Je pense qu'il peut m'arriver de le dire, ça dépend du contexte, mais en tout cas, oui, je le comprends. Oui. Je vois bien la signification et sans doute qu'il m'arrive de le dire aussi. D'accord. Voilà. Bon, et la réponse en images, nous sommes allés rencontrer un spécialiste du Mont, oui, Claude Vanoni. Il va nous expliquer au micro de Marie-Danielle Rogovitz sur des images de Clémence Larocque pourquoi on dit ça. C'est parti. C'est une expression typique aux Vosgiens, comme les Alsaciens diraient yo. Ça peut exprimer la surprise, ça peut exprimer plein d'autres choses, l'étonnement, la surprise. À partir du moment où on dit ce mot-là, loin, quand moi j'ai fait beaucoup de voyages, j'ai plusieurs fois le tour du monde, et quand on se trouve loin, je sais pas moi, aux États-Unis ou
ou en Thaïlande, je ne sais où, et devant un beau spectacle, devant une belle vue d'un paysage, quelqu'un à côté, un touriste à côté, il fait « Mon !» Tout de suite, je m'approche, vous n'êtes pas des Vosges? Bon, ben si, pourquoi? Eh bien, comment vous avez deviné? Voilà, c'est la marque de fabrique, le Mon. Alors, c'est la marque de fabrique, effectivement, mais si on va un peu plus loin dans les explications, il s'agirait d'une interjection qui serait l'abréviation de Mon Dieu. Voilà, c'est ça la vraie réponse. Oui, là, je crois que j'aurais pu le trouver. Ah, c'était pas si compliqué en fait. Bon, puisqu'on parle de Claude Vanoni, il s'apprête à se produire le dimanche 25 octobre à l'Olympia et nous avons des places à vous faire gagner. Alors dépêchez-vous de répondre car seuls les premiers évidemment seront servis. Il suffit de répondre à la question suivante. En quelle année Claude Vanoni s'est produit pour la première fois à l'Olympia? Je répète, en quelle année Claude Vanoni s'est produit pour la première fois à l'Olympia? Votre réponse par mail. Et puis, on croise les doigts. Vous savez pas non plus. Mais là, on n'a plus le temps de jouer. Mais il faut qu'on apprenne à vous découvrir. Alors, si vous êtes invité dans cette émission, c'est parce que forcément, vous vous investissez sur ce territoire des Vosges. Vous vous battez parfois. Vous avez su, en tout cas, le dynamiser. On va commencer avec vous, Régis Laurent. Vous êtes donc responsable de la structure Bolder à la Bresse. Bolder, c'est 52 salariés au mois d'août et 25 équivalents temps plein à l'année. C'est fantasticable, été comme hiver. C'est du saut à l'élastique, du parcours sportif, de l'aventure, du parapente, de la randonnée. Et puis vos fameuses cabanes, dont on va parler surtout ce soir dans cette émission. Ces fameuses cabanes pour lesquelles vous êtes vu décerner de la part de Gîtes de France le mérite du plus bel hébergement insolite au niveau national. Chapeau bas, monsieur Régis Laurent. Alors, avant qu'on parle de ces cabanes... Toute son équipe. Et toute son équipe, bien entendu. Il n'en pouvait pas avoir tout le monde sur le plateau, c'est pas possible. Juste avant qu'on parle de ces cabanes, il y a un petit symbole qui, je trouve, veut dire beaucoup de choses et marque votre attachement au territoire. C'est que la structure d'accueil de Bolder, c'est comme un escargot. Oui, de la clairière aux cabanes, parce qu'il y a une petite... voilà, vous faites bien de préciser. C'est en forme d'escargot. Et vous dites que ça a une double signification. C'est à la fois pour se moquer de nous-mêmes, les Vosgiens, parce qu'on est quand même dans une région un petit peu pluvieuse, on peut le dire, sans avoir honte. Et puis c'est aussi pour marquer le symbole de prendre le temps, d'offrir un voyage immobile. C'est ça. Mais vous avez un petit peu répondu à la question, mais c'est vrai que dans ces cabanes-là, on a voulu des symboliques un petit peu partout. Et c'est vrai que je pense qu'on a un petit peu trop honte de notre climat et on pourrait le mettre beaucoup plus en valeur. Il y a des régions comme le sud de la France qui rêvent de voir des ruisseaux. Je me souviens encore, nous, on est avec le Mali, il y avait une sorte de partenariat et je me souviens encore de ces hommes bleus qui venaient et qui étaient émerveillés. Deux choses les avaient frappés, c'était de voir l'eau qui coulait, on ne savait pas d'où, alors qu'il manque cruellement d'eau, et puis ces hommes oiseaux qui volaient. Et je pense que, en tout cas pour le vol, en particulier ça peut toucher tout le monde, mais pour ce qui concerne l'eau, les gens du Sud qui manquent d'eau, sauf lorsqu'il y a des inondations et qui tombent en un mois, ce qui est tombé, qui peut tomber en toute l'année, à ce moment-là, oui, je pense qu'on a des atouts à vendre les Vosges. Bien sûr, on travaille avec l'étranger, la Belgique, etc., mais on pourrait aller chercher des gens dans le Sud. Alors, et puis, oui, voilà, juste pour terminer, effectivement, et on va être synthétique, ça commence mal. Mais non. Voilà, c'est prendre son temps, c'est un voyage un petit peu près de chez soi, c'est pas la peine d'aller loin, comme disait Coelho, pour trouver le bonheur qui peut être près de chez soi, voilà. Ça, c'est bien dit. Alors, ces cabanes, ces bananes, n'importe quoi, ces cabanes, elles sont utilisables toute l'année. Et ce qui est important, c'est que les gens peuvent venir de très très loin pour passer un séjour, mais aussi les Bressots viennent. Et ça, c'était contre toute attente, parce que finalement, à travers ces cabanes, vous leur racontez leur propre histoire. Expliquez-nous. Oui, voilà, on est vraiment fiers parce que pour nous, c'est effectivement la venue des clients, c'est de toute façon la vraie réponse à un projet. On a beau personnellement le trouver beau, on a beau nous dire que c'est joli, c'est quand même lorsque les clients viennent pour dépenser quelques euros que le résultat se fait sentir, pour que le banquier, quand on le croise sur le trottoir, il puisse nous sourire et qu'on soit pas obligé de l'éviter. Et effectivement, on a raconté une histoire. Notre village a été détruit presque totalement, à 80% après-guerre.
Et en particulier, chaque cabane raconte une histoire. On a raconté celle qui me tenait à cœur parce que mon papa m'avait parlé de l'exode, de la Bresse, etc. Les Allemands avaient appliqué la politique de la terre brûlée. Enfin, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Et les Suisses, après une belle histoire, au milieu de tous ces malheurs, nous ont fait don de baraquements et aussi de savoir-faire. Ils ont même envoyé un des leurs, M. Stockley à l'époque, qui nous ont reconstruit des baraquements précaires, assez simples, et qui permettaient aux gens qui avaient leur habitat brûlé de pouvoir retravailler à la reconstruction. Et donc, nous, on a voulu reconstituer un pan de cette histoire-là. Donc, c'est la baraque du Don Suisse. On n'avait pas forcément vocation à la louer beaucoup, mais c'était surtout, nous, ça me tenait à cœur, voilà. Et effectivement, avec ce genre de choses, on s'est rendu compte que notre projet, c'est devenu un peu celui du village. Et vous disiez que les Bressots sont venus, mais je dirais les Vosgiens aussi. Et ça, pour nous, c'est une belle récompense. Parce que les gens peuvent venir de très loin, mais aussi, je dirais, les locaux profitent finalement de ce voyage tout près de chez eux. Et ça nous fait vraiment plaisir. Et comment? Ouais, c'est leur cabane à eux aussi. Voilà. C'est un investissement général. Alors, des cabanes en bois, il y en a plusieurs dans les Vosges, vous le savez. Vous n'êtes pas les seuls à l'avoir fait. Je pense à Annie des Vosges à Chandray. Il y a aussi Contrexéville, avec des toutes nouvelles cabanes qui vont bientôt être en activité, qui sont issues des défis du bois. On a aussi des hébergements insolites avec le Muséum Hôtel à Raon-l'Étape. Donc vous diriez que c'est quoi votre valeur ajoutée par rapport à vos cabanes à Bolder? Ça, c'est un peu notre réflexion au départ, parce que d'ordinaire, on est plutôt des novateurs, avec Fantasticable ou le parapente pionnier. Là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui existait. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Mais il y avait plusieurs choses. Donc, c'était déjà que, grosso modo, en général, les cabanes sont jolies, mais dès que vous entrez dedans, il y a une part du rêve qui s'estompe. Parce que la décoration n'était pas aboutie. Donc nous, on a eu le souci du détail. Et il y avait des autres choses comme les toilettes sèches, ça ne fait pas vraiment rêver. Nous, on s'est dit comment améliorer ça. Dans notre cabane escargot d'accueil dont on parlait tout à l'heure, on a privatisé, entre guillemets, des salles de bain, attaché une cabane, décoré dans l'esprit de la cabane. Et comme ça donne un service quand même, je dirais, plus 3 étoiles, on va dire, pour passer la nuit aux étoiles. Et on s'est dit, on a voulu donc faire perdurer le rêve. Le leitmotiv, c'était simple, c'était on avait envie que les gens qui viennent, ils ont envie de revenir, ou que s'ils pouvaient pas, ils disent à leurs amis, c'est là qu'il faut aller. Et c'est tout ça qui nous animait. Donc on a travaillé l'éclairage la nuit, qui est magique, particulièrement en hiver. On parlait de la neige, mais là c'est incroyable. C'est plus beau, si vous voulez, que les plans. C'est plus beau que ce qu'on avait imaginé avec la neige et cette lumière. C'est féerique, on va dire. Oui, en vous hiver. êtes vraiment satisfait du résultat. On a amélioré, on a des cabanes isolées. Ça, c'était pas une nouveauté, mais voilà, la décoration, ça fait partie de nos plus-values. Et on a des cabanes accessibles à tous, donc avec dans l'escargot des cabanes indoor. Donc ça, c'est une innovation aussi. Des cabanes des chambres hôtels déguisées comme des cabanes, si vous voulez. Des chalets un peu cabanes d'exception, avec soit le sauna, soit le bain finlandais, voilà. Et puis également des cabanes dans les arbres sur pilotis. Voilà, donc nos éléments de distinction. Et ça fonctionne. Et là, on les voit justement à l'image, ce sont vos cabanes. Globalement, en fait, c'est l'œil qui est le juge. Elles sont jolies. Et ça fonctionne, c'est-à-dire la magie opère. Il n'y a pas besoin d'être connaisseur. Quand l'œil dit ça me plaît. C'est ça, mais c'est ça qui est important. Bon, c'est parti. Alors vous, Reynald Magnin Cœur d'Acier, donc l'association Minos, dont l'acronyme signifie Moyen d'insertion novateur pour l'organisation sociale. C'est une association qui a été créée en 2006 avec de la remobilisation sociale, de l'accompagnement individuel, l'atelier bois, dont on parlera aussi rapidement. Et puis en 2012, vous lancez la recyclerie, celle dont on va parler aujourd'hui. Minos, c'est 15 salariés, 6 CDI, 9 personnes en insertion. On est vraiment dans le cadre de l'entreprise sociale et solidaire. C'est-à-dire qu'on associe les valeurs associatives aux outils de l'entrepreneuriat. J'imagine que c'est faire certainement se côtoyer deux mondes qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Oui, c'est vrai que c'est le principal challenge de Minos là, depuis quelques années, puisque vous l'avez dit, 2006, c'était la création, mais d'une association, je dirais, très classique, avec pas de locaux, pas de salariés, où on faisait de la remobilisation sociale pour aider les gens, et avec très vite le désir de créer de l'emploi, parce que par rapport à Montureux-sur-Saône, voilà, c'est très très rural, c'est l'hyper-ruralité. C'est l'hyper-ruralité. C'est quoi, 1000 habitants à peu près? Oui, Montureux fait à peine 1000 habitants, et tout autour, il y a une densité très faible. Et donc l'association, puisqu'il s'agit, c'est un statut associatif, donc le président n'est pas là aujourd'hui, mais les divers présidents et puis les bénévoles, en 2009-2010,
on s'est dit, ils se sont dit, c'est bien joli de faire de la remobilisation sociale. Alors, c'est quoi ça? C'est un truc assez classique, des ateliers de cuisine, des ateliers de parole. Oui, c'est ce qu'on trouve classiquement dans plein d'endroits. Il y en a besoin, c'est important. Mais dont on a besoin, bien entendu. Pour les gens très, très éloignés de l'emploi, pour employer des mots un peu technocratiques, que tout le monde connaît maintenant, malheureusement, puisque la lutte pour l'emploi ou pour créer de l'emploi, c'est devenu, je pense, primordial pour tout le monde. Quel que soit le moyen utilisé, l'entreprise classique, l'économie sociale et solidaire. Donc assez vite, en 2009-2010, l'association s'est dit, bah oui, mais ce qu'il faut, c'est de l'emploi. Et les gens qui venaient dans l'association, soutenus par l'Europe, par la région, par le département assez rapidement, disaient, bah ouais, c'est bien gentil de me remobiliser. Ok, maintenant je suis content de venir, de rencontrer des gens, mais moi ce que je veux, c'est du travail. Bah oui. Alors, c'est dit, bah ouais, pourquoi pas. Alors, c'était ambitieux parce que personne. On s'est dit, bah qu'est-ce qu'on peut faire pour créer de l'emploi? L'entreprise sociale et solidaire, vous l'avez dit, qui utilise certains moyens. Et puis, l'opportunité, c'était les recycleries. Les recycleries, ressourceries, on a pris cet aspect-là, cet angle-là. On n'avait pas forcément la fibre très écologique ou développement durable au début. C'était surtout une niche, comme on dit, une opportunité. Donc on a décidé de monter une recyclerie et puis même d'autres activités. Et de se mettre dans l'économie sociale et solidaire et de créer des emplois, d'avoir un vrai projet de territoire et de création d'emplois. Mais du coup, est-ce que c'est bien compris justement ces deux univers qui se côtoient? C'est vrai que c'est ce que vous disiez, c'est pas facile quand on va voir un banquier ou qu'on va voir des entreprises pour qu'ils soient partenaires du projet. Par exemple, tiens, je sais pas, on pourrait peut-être mettre en place un projet, un partenariat avec le bois, etc. Il y a des sapins qui sont sympas là. Voilà. Alors quand on va voir le monde de l'entreprise classique, on leur dit voilà, on va créer des emplois, on va faire ça, on va fabriquer des choses, on va... ah oui, mais c'est une association. C'est sympa, je peux donner un peu d'argent, comme je donne à un médecin du monde ou au secours catholique, ou peu importe. Mais bon, c'est une association, donc vous n'êtes pas dans le business, dans les affaires. C'est ça. Ben si, on essaie de leur expliquer. Et à l'inverse, il y a aussi les gens du monde associatif, classique, qui ont aussi du mal quand on commence à leur dire on va faire un plan d'affaires. Parce qu'ils ont peur de perdre leur âme, en fait. Oui, mais se dire comment ça? Alors déjà, le grand truc, c'est de dire, alors l'association, il faut qu'on fasse des bénéfices pour investir. Mais non, une association ne fait pas de bénéfices. Vous avez vu ça où? Une association, loi 1901, elle est à but non lucratif. C'est-à-dire qu'on ne partage pas les bénéfices, on ne redistribue pas les bénéfices. Ça ne veut pas dire qu'elle ne fait pas de bénéfices. Simplement, elle doit les investir. Donc, c'est toute une éducation, effectivement. Mais est-ce que ce n'est pas l'avenir, finalement? Est-ce que, de plus en plus, le modèle économique n'est pas en train de tendre vers ce genre de projet? Alors, je crois qu'il y aura toujours l'entreprise classique, capitaliste. Bien sûr. Il y en a besoin, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Il y aura toujours aussi le secteur public, il en faut aussi. Et puis là, nous, on croit vraiment à l'association, et le président, Jacques Cotreau, et tous les administrateurs croient vraiment dans une troisième voie économique qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. On en parle beaucoup, mais concrètement, les gens ne savent pas très bien ce que c'est. C'est pour ça que vous êtes un Rénal de Maniac-Cœur d'Acier. Et puis donc à Montureux-sur-Saône, vous l'avez dit, on est ce qu'on appelle dans l'hyper-ruralité, et vos objectifs, c'est vraiment faire une pépinière, un écosystème en milieu rural. Oui, alors on est parti de la recyclerie. Ça a marché assez bien dès le début grâce aux bénévoles. Alors là, on est aussi, vous voyez, le truc très particulier. Par rapport, là, on investit beaucoup, on crée des emplois et on ne s'arrêtera pas là. On est à 16, mais on s'est fixé un objectif d'une 30aine de personnes assez rapidement. Et la recyclerie, au début, elle a été montée complètement sur le travail des bénévoles. Des gens du secteur qui s'investissent énormément, le président Jacques Cotreau, je l'ai déjà dit, mais monsieur Granget aussi, mais vraiment là, je leur rends, ils ont monté hommage. Ça, oui, hommage, mais parce qu'ils ont monté ça en montant, en faisant fonctionner la recyclerie. On a pu montrer au bout d'un an ou deux, donc 2012-2014, on a dit, vous voyez, c'est possible. Simplement, les bénévoles vont pas faire ça toute leur vie parce qu'ils étaient fatigués. C'était en prenant carrément leur propre véhicule. Et en montrant, et ça une entreprise peut pas le faire, en montrant que c'était possible, là on a dit maintenant on peut créer des emplois, on peut investir. Donc là on a été soutenu par l'ADEME, par la région, et on a pu lancer et embaucher des gens. Donc c'est vraiment, ça c'est un exemple de l'économie sociale et solidaire où les gens, les bénévoles, parce qu'ils y croient, parce qu'eux aussi ils savent qu'ils travaillent pas pour des actionnaires. Une fois de plus, je ne remets pas ce système en cause pour d'autres. Je ne pense pas qu'on le prenne ainsi. Mais là, ils travaillent pour créer des emplois, pour un intérêt collectif, pour un projet d'économie sociale qui va créer une initiative économique
qui peut changer un peu le sort de la société, hein, clairement. Et ces gens-là, une fois qu'ils ont lancé le système, le process, là, on peut fonctionner, ils se mettent en retrait et ils nous aident à monter d'autres entreprises, d'autres filières. Dans les difficultés, parce que forcément, quand on crée, on est soumis à la critique. Hein, on est bien d'accord. Dès qu'on fait quelque chose, c'est s'exposer d'une manière ou d'une autre. Si on fait rien, on est critiqué. Hein, voilà, parce qu'on est un peu feignant ou paresseux. Voilà, c'est ça. Et puis, si on avance beaucoup ou trop vite, on veut tout bouffer, comme on dit dans les Vosges. C'est-à-dire qu'il n'en aura jamais assez. Mais c'est vrai que donc l'équilibre entre ces deux extrêmes est assez compliqué. Mais finalement, si vous êtes animé, je dirais, par d'autres valeurs, on parlait tout à l'heure de partage. Nous, dans notre entreprise, évidemment, j'étais invité dernièrement à Paris pour l'acteur du tourisme durable. Et on me disait, est-ce qu'une entreprise, je dirais, comme vous, est-ce que ça vous dérange pas d'être rentable? Je dis, non seulement que ça dérange pas, mais c'est indispensable. Et par contre, on peut partager. C'est le cas des bénéfices. Si on fait des bénéfices, on en réinvestit un tiers, c'est le cas de notre structure. On en partage un tiers avec les salariés. Et le reste, le petit tiers, c'est un peu de trésorerie. Ça, c'est parce qu'on est un peu écureuil, un peu vosgien. Mais vous voyez, et donc il y a d'autres choses qui nous animent. On parlait d'emploi, évidemment. On avance à un moment donné, c'est pas pour soi, parce que finalement, en tant que dirigeant, on n'en a rien de plus. C'est parce que effectivement, on crée des emplois, parce qu'on aime notre région, parce qu'on a envie que ça bouge, que nos Vosges, elles aient une dimension un peu moins has-been, qu'elles s'inscrivent résolument, je dirais, dans les stations de demain. Je parle de stations parce que nous sommes à la Bresse et je me dis, bon voilà, on a le droit de rêver, on a le droit de devenir comme Courchevel ou à un autre niveau, on a le droit d'avoir un golf, on a le droit d'avoir une altisurface, je veux dire, on peut rêver, on doit rêver et il faut changer un peu les mentalités. Mais alors justement, excusez-moi, je vous interromps parce que franchement, il faut qu'on accélère, mais en même temps, c'est très important ce que vous dites là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde doit s'y mettre, ça doit passer par un esprit général de on va vers demain, on enlève cette image has-been qu'il peut y avoir parfois. Forcément qu'il faut une prise de conscience et que Paris, c'est pas fin d'un jour et les Vosges de demain, c'est maintenant qu'on les dessine. Effectivement, c'est le dialogue, c'est la discussion, c'est faire passer des idées et puis on espérait que de temps en temps, elles séduisent et qu'elles aillent au-delà de l'idée et qu'elles se mettent, je dirais, en œuvre, en marche. Voilà. Vous, demain, c'est quoi, Reynald? C'est faire d'autres recycleries ou d'inciter d'autres à faire des recycleries? Ça pourrait passer par ça? On a vraiment l'idée, vous parliez de pépinière tout à l'heure, on parlait des jeunes entrepreneurs sociaux. C'est comme ça qu'on appelle, c'est un peu ce que vous faites aussi, hein. C'est-à-dire travailler à part le côté jeune pour nous deux, mais justement, on veut en motiver des jeunes. Et ça, c'est une fois on est au début, là, hein. Enfin, on est au début, cette année, c'est une période très importante, puisque dans 2 mois, on inaugure des nouveaux bâtiments. On a investi beaucoup dans le matériel roulant, etc. Mais ensuite, notre idée, c'est d'essayer de susciter des vocations comme ça d'entrepreneurs sociaux. Parce que ce que vous disiez, si je peux, je sais pas s'il y a un petit peu de temps. Allez-y, ce que vous disiez, je crois que on a un problème. Alors dans les Vosges ou ailleurs, c'est vrai que là, il y a un peu deux mondes qui se décident, quoi. On parlera pas de politique, mais juste d'économie. Il y a les gens qui en veulent à mort, on va dire, hein, qui font beaucoup de formations, etc., mais qui peut-être ont tendance à oublier les valeurs, et leur réussite se vérifie qu'à l'aune du salaire. Voilà, je gagne beaucoup, beaucoup. Et c'est très très bien. Et c'est des gens qui en veulent, qui innovent, etc. Et puis il y a aussi, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, entre le monde de l'entreprise et le monde associatif, il y a de l'autre côté des gens qui ont des valeurs formidables, mais qui du coup veulent pas entendre parler d'argent, veulent pas entendre parler de rentabilité, veulent pas entendre parler d'outils de l'entreprise. Et en fait, et ça va des pas. idées, il faut un peu d'argent. Donc je trouve que la symbolique de ce que vous faites, c'est un peu ça, quoi. Voilà. Finalement. Et cet entrepreneuriat social, c'est ça, c'est garder l'innovation, des gens ambitieux, mais ambitieux en gardant des valeurs, en ayant clairement envie de gagner leur vie correctement aussi. Il faut aussi... voilà. C'est pas une honte. Et voilà, c'est pas gagner sa vie. Voilà, exactement. Mais avec des valeurs où effectivement, et c'est ça la grosse différence entre l'entrepreneuriat social et l'entreprise classique. Je dirais dans l'entreprise capitalistique classique, le seul objectif, c'est de faire de l'argent. Évidemment, c'est jamais oui, mais on schématise. Noir, voilà. Mais alors que dans cette entreprise-là, on veut faire de l'argent pour que ça soit un outil, un outil pour développer l'entreprise ou pour développer les valeurs qu'on a. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire comprendre à tout le monde. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Moi, je veux juste, c'est rapide, mais c'est vrai que vous, de l'autre côté, vous faites un chemin vers l'entreprise capitalistique, mais je dirais que l'entreprise capitalistique, telle qu'on l'a définie, elle peut faire un chemin, et je pense que c'est ce que nous faisons.
pour se rapprocher des valeurs autres que l'argent. Il en faut parce que sans rentabilité, l'entreprise meurt, donc on est posé et on ne peut plus jouer. Mais effectivement, on doit s'attacher et c'est en tout cas notre concept et le mien, c'est je dirais, respecter les équipes, susciter je dirais l'autonomie, déléguer et voilà. Donc je salue au passage toute notre équipe qui fait super bien son job. Sans transition, parce que nous sommes à la bourre, vous l'avez tous compris, le portrait de la semaine où on s'intéresse à des jeunes qui eux aussi ont envie d'innover, qui regardent vers demain, qui montent des projets. Ce soir, c'est Laura Géin, elle a 21 ans et elle est éleveuse de lapins. C'est le portrait de la semaine. Alors, depuis toute petite, je suis passionnée par les animaux. J'aime bien prendre soin d'eux, m'occuper d'eux, les nourrir. J'aurais rêvé de devenir vétérinaire, mais malheureusement, par la force des choses, je ne supporte pas la vue du sang. Et j'ai actuellement ma licence de droit. Et l'année prochaine, en septembre 2015, je rentre en master de droit civil. Ma passion pour les lapins a débuté vers l'an 2000, quand mon père a acheté 2 femelles fauves de Bourgogne ainsi qu'un mâle. Il a débuté l'élevage avec ses 3 lapins et j'ai donc continué avec lui. Vers l'année 2004, on a découvert la race argentée de Champagne, qui est aujourd'hui la race que j'élève principalement. Donc là, j'ai commencé les expositions fin 2014 à Dombasle-sur-Meurthe. J'ai eu un lapin qui a eu une très bonne note de 96, c'est-à-dire la mention prix d'honneur. Ensuite, j'ai été au salon du petit élevage à Épinal, où j'ai eu une lapine qui obtient la mention bon et un lapin aussi qui obtient la mention bon. Malheureusement, il était un peu trop gros, donc il n'est pas passé sur la balance pour avoir la mention très bon ou voire prix d'honneur. Et cette année, je suis allée à Besançon au mois de mai, où j'ai amené 3 lapins. Et j'en ai un qui fait à nouveau la mention prix d'honneur et l'autre la mention bon. J'aimerais que cette passion m'amène déjà cette année au championnat d'Europe, en espérant un bon classement dans la race argentée de Champagne. Ensuite, nous irons au championnat de France au mois de décembre. Et j'aimerais continuer avec ma lignée, à façonner cette lignée, qu'elle reste une bonne lignée d'argenté de Champagne qui est reconnue par les juges par ses qualités, notamment parce que c'est une lignée où les lapins sont de gros gabarits. J'ai d'ailleurs un monsieur qui m'a acheté mon lapin qui était présent à Épinal, qui était le plus gros, donc, et qui m'a dit « Votre lapin m'a réconcilié avec cette race ». C'est un compliment qui m'a beaucoup touchée. Voilà, on arrive vraiment à la fin de cette émission. Alors, avant de nous quitter, il y a quand même un projet qui vous tient à cœur et ça fait partie des choses qui marchent très bien en ce moment. C'est le sapin design. Vous avez déposé le brevet, ça fonctionne bien. En quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Alors donc c'est un sapin, je crois qu'on verra des images, voilà, un sapin en spirale, effectivement, ouais. On a déposé le brevet qu'on veut vendre, on a créé un atelier bois avec des créations d'emplois qui fonctionne depuis 15 jours et ce sapin est en vente pour les communes, pour les extérieurs, mais aussi on va essayer de développer une gamme comme ça, en plus petit. Donc si des gens sont intéressés pour acheter ces sapins, ils peuvent aller sur le site internet ou nous contacter. Bien sûr. Et là en ce moment on a pas mal de commandes. C'est l'atelier bois. Hein, c'est l'atelier bois, donc c'est un autre volet de l'association Minos qui crée des emplois, égale toujours les mêmes valeurs, hein, mais à l'intérieur, voilà. Bon, et alors vous, l'avenir L'avenir, voilà, nous on est des créateurs de rêves, donc évidemment on ne doit jamais s'arrêter. Et il y a une petite truc anecdotique qui est sympa, c'est plutôt que de piétiner dans l'ordre, on préfère avancer dans le désordre. Donc parfois on bouscule les principes, on bouscule les idées reçues, mais voilà, on avance quoi. C'est votre philosophie. C'est ça. Bon, alors après l'effort, messieurs, le réconfort, on va se quitter avec l'image du jour. 4 images apparaissent sur vos écrans. Vous allez choisir celle qui vous ressemble le plus quand vous arrivez à avoir un peu de temps pour vous détendre. Alors est-ce d'aller dans la nature vosgienne ? Pour certains, on devine la réponse. Est-ce que c'est plutôt culture ? Alors culture, ça vous concerne aussi, vous aimez bien la culture rénale. Là, en l'occurrence, c'est le théâtre de verdure à Vanier. Est-ce que c'est plutôt de faire du sport, avec faire du parapente, par exemple, ou est-ce que c'est plutôt loisir ? Là, nous avons les termes de Contrexéville. Quand vous avez un peu de temps devant vous, qu'est-ce que vous faites ? Reynald. Alors moi, effectivement, oui, c'est la nature, à cheval si possible, ouais. Mais voilà. Ça vous fait du bien. Ouais. Là, vous arrivez à décompresser de toutes vos fonctions, missions. Voilà. Et puis c'est sur place. Hein. Je veux dire, à Montureux, on a une belle forêt, comme à peu près partout dans les Vosges. Mais... Donc, il n'y a pas besoin d'aller très Mais loin. la culture, c'est bien aussi. Hein. Genre le théâtre du peuple, j'y suis allé comme tous les ans cet été. Le théâtre de verdure de Vanier, je ne connais pas, mais je devrais y aller. Ce sera l'occasion d'aller découvrir. On ne connaît pas tout de nos Vosges, d'où l'intérêt d'en parler.
Et vous, Régis, quand moi, vous êtes toujours dans un environnement voilà, moi, mon bureau, c'est la nature, voilà, mais je l'adore en même temps, donc j'y passe mes loisirs également. Bon, parfois, je sors des Vosges aussi, et partager aussi en famille ou avec des amis, voilà. C'est ça, hein, mais pas des choses très compliquées, quoi. D'accord. Alors, pour continuer à s'informer sur ce qu'ont pu nous dire nos invités, leur site internet, bien sûr, apparaissent sur nos écrans. Vous avez dans l'actualité toute proche, samedi, une vente mensuelle de 10h à 16h à Montureux-sur-Saône. Voilà, oui, la vente solidaire tous les derniers samedis du mois. Une fois par mois. Voilà, c'est tous les derniers samedis du mois. Pour l'instant, dans les anciens locaux. Oui. Avec et bientôt dans les nouveaux. Voilà, et que les gens viennent nombreux. C'est pas cher. Ça permet aussi aux gens de se meubler, pour pas très cher. C'est ça aussi les valeurs. Mais ça permet aussi à l'entreprise sociale et solidaire qui est Minos de faire de la rentrée d'argent. Pour payer les salariés également. Puis ça permet d'aller au-delà de cette émission, d'aller vous rencontrer en vrai. Voilà. Ils ont des sapins qui ne perdent pas leurs aiguilles, donc ça c'est vraiment cool. On en a parlé. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir été les invités de La Vie en Vosges. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. À bientôt.